Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Donc, je vais vous présenter un article coécrit avec Jean-Benoît Héméhout, qui est à la Banque de France et actuellement en détachement à l'Inspection générale des finances, et Clara Wolf, qui est CTO chez Datastorm, qui était auparavant également chez Meilleurs Agents, d'où le lien avec l'immobilier, et encore avant la Banque de France. Euh, donc, Il s'agit d'un article qui s'intéresse en particulier au fonctionnement du marché du logement, dans un contexte où les ménages ont vu, en particulier les ménages les plus pauvres, ont vu une croissance de leurs revenus qui a fortement augmenté au cours des 10 dernières années. Et alors que les politiques publiques sont souvent confrontées en fait à de très forts effets inflationnistes qui n'arrivent pas à réduire du coup, ce taux d'effort des ménages, avec l'exemple bien connu en France des allocations logement et l'article de fac de 2006 qui a montré que le bouclage des appels du début des années 90 c'était, avait abouti à une augmentation quasiment de 100, pour 1 euro d'aide, d'1 euro de loyer pour les ménages les plus pauvres. Mais en fait, on note que toutes les politiques qui ont été mises en place en fait successivement depuis même le début des années 2000, avec notamment par exemple les crédits d'impôt pour promouvoir la construction, ou les taux d'intérêt aidés, les crédits à taux zéro, le fameux PTZ, génèrent en fait systématiquement des réponses inflationnistes extrêmement fortes sur les marchés du logement. Et donc, une explication possible qui est souvent pointée par les économistes, mais qui jusqu'à présent a été peu documentée, c'est qu'on soupçonne l'élasticité de l'offre de logement d'être responsable, d'être responsable pour ces effets extrêmement inflationnistes. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on solvabilise la demande avec ces différents systèmes, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse de l'offre, et donc du coup, tout est transformé par une augmentation dans les prix de l'immobilier ou dans les loyers ou dans la ronde foncière, et en particulier dans les prix de la terre. Alors, pour la France, il y a eu jusqu'à présent très peu de travaux qui ont essayé d'établir et d'estimer l'élasticité prix de l'offre de logement, à l'exception en fait de quelques études internationales macroéconomiques. En fait, vous avez deux études de l'OCDE, Caldera Sansen Johansson et Cavalieri Cournad et Ojogut, qui ont successivement, en fait, pour un ensemble de pays de l'OCDE, essayé d'estimer l'élasticité de l'offre de logement macroéconomique à partir de séries temporelles pour, ces différents pays. Donc, ils montrent qu'il y a une hétérogénéité de l'élasticité de l'offre de logement entre les différents pays de l'OCDE. Et la France semble en fait systématiquement présenter l'élasticité de l'offre de logement qui semble la plus faible. Mais en fait, en partant de ce constat, ces estimations structurelles macroéconomiques n'arrivent pas vraiment à expliquer pourquoi est-ce que la France a l'air d'être un pays, d'avoir un marché du logement extrêmement rigide. Alors, bien entendu, on a tous une idée derrière la tête. On pense tous à la forte réglementation foncière, donc la tendance à tout réglementer en France qui pourrait être responsable de ce phénomène. Mais il n'y a pas véritablement de papier qui vient essayer de pointer, de quantifier l'impact de la réglementation jusqu'à présent sur l'élasticité de l'offre. Et donc, c'est ce que se propose de faire cet article, où en fait on reprend donc la contribution originelle de Saïz pour les États-Unis, et on essaie d'étendre sa méthodologie et de l'appliquer à la France. Et ça nous permet en fait, cette méthodologie, d'estimer et de décomposer l'élasticité d'offre de logement. Donc pour cela, donc, on a procédé en plusieurs étapes. On a construit une base de données qui permet de suivre de manière précise à la fois l'évolution des prix des logements et la croissance du stock de logements dans l'ensemble des aires urbaines françaises. On a dû, pour essayer justement de mettre le point sur l'élasticité de l'offre de logement, qui semble la plus faible,
l'origine de cette élasticité est testée dans l'hypothèse selon laquelle ça pourrait être la réglementation foncière créer des indicateurs nouveaux à partir notamment des données de Citadel sur la réglementation foncière en France. Et puis aussi essayer, et c'est là où est certainement la plus importante contribution, de mettre en place une stratégie d'identification qui nous permette vraiment de pointer à l'impact causal de cette réglementation sur l'élasticité de l'offre. Donc, on veut grosso modo contribuer à deux grands champs de la littérature d'économie urbaine. Celle qui essaie d'estimer l'élasticité de l'offre de logement. Donc, bien sûr, il y a SAIS. Cette étude a été mise à jour plus récemment par Liu en 2018. Tout ça, en fait, c'est une littérature et c'est celle sur laquelle on va le plus s'appuyer, qui essaie vraiment d'estimer des élasticités d'offre de logement au niveau des aires urbaines, donc des villes, des agglomérations. Et après, en fait, il y a tout un tas d'études qui ont émergé, mais avec des stratégies assez différentes et dont le but va être plutôt soit d'estimer des élasticités d'offres de logement au niveau des quartiers, ce que j'appellerais des quartiers ou des petites composantes des aires urbaines. Vous avez l'étude de Bon Snow qui s'appelle le Micro Housing Supply Elasticity, qui essaie d'étudier l'élasticité de l'offre de logement et ses déterminants au niveau des zip codes, des codes postaux. En fait, il y a une étude qui fait quasiment la même chose que Snow, mais en Suisse, et où là c'est pareil, l'unité d'observation sont donc par Buchler et ses co-auteurs, où l'unité d'observation, c'est aussi soit des carreaux de 1 km, soit des zip codes. Et puis, donc, aux États-Unis également, vous avez le papier de Gorbakekis qui essaie d'estimer l'élasticité de l'offre de logement, mais eux en exploitant une expérience naturelle et en fait en essayant de regarder comment en fait, le marché du logement locaux vont répondre à des flux de capitaux étrangers. Mais ça va être également des stratégies au niveau des zip codes. Et donc du coup, finalement, et puis vous avez également à tout l'autre bout du spectre, une troisième branche de cette littérature sur les sites d'offres de logement, qui, elle, c'est de s'appuyer sur la méthodologie des séries temporelles, donc avec les deux études de l'OCDE, et là, c'est plus des estimations vraiment au niveau des pays. Donc nous, on essaie de se situer à un niveau intermédiaire entre ces deux extrêmes, entre les voisinages et les pays. Il y a deux intérêts à ça, c'est en fait déjà de pouvoir en fait s'appuyer sur des études comparables dans un pays qui est réputé très élastique, qui sont sur les États-Unis. En fait, on va directement engager une discussion avec les travaux de Saïs et Liu, qui va permettre vraiment de comparer pourquoi et d'essayer d'expliquer un peu plus en détail pourquoi l'offre de logement est plus inélastique en France quand on la compare aux États-Unis, et de comprendre en fait les déterminants, s'il y a des déterminants différents entre les deux pays. Donc, entre guillemets, avec cette approche urbaine, ce qui nous permet de définir aussi plus précisément ce qu'on est en train de mesurer, c'est-à-dire cette offre de logement qui se manifeste à la fois par une composante de marge intensive, c'est-à-dire une croissance de l'aire urbaine dans son sein, mais aussi par un étalement urbain. C'est pour ça que l'aire urbaine, ça permet de capter un peu les deux phénomènes. Ça peut également, et du coup, ça nous permet en fait de comprendre, puisqu'on va couvrir tout le territoire français avec la plupart des aires urbaines et donc 80% de la population française, ça permet aussi de comprendre quelle est l'origine urbaine des phénomènes macroéconomiques qui sont expliqués de cette faible élasticité d'offre de logement qui est mesurée par les études économétriques de série temporelle. Donc la deuxième grosse branche de l'économie urbaine à laquelle on essaie de se rattacher, c'est celle qui étudie l'impact de la réglementation foncière. Puisque nous, on est vraiment très intéressés, on va mettre beaucoup d'efforts pour essayer de documenter l'impact causal de la réglementation foncière sur cette élasticité de l'offre de logement. Et donc là, il y a tout un tas de références qui ont fleuri au cours des dernières années, avec notamment l'étude de Turner, c'est Vanderklo qui qui font de la RDD pour essayer d'estimer l'impact de la réglementation foncière, en particulier sur le bien-être en général, mais en fait, il y a tout un tas d'études qui exploitent des expériences naturelles ou qui réalisent des indicateurs alternatifs pour mesurer la réglementation foncière et après essayer de mesurer l'impact de la réglementation sur les dynamiques immobilières. Alors,
un aperçu des résultats. Donc, de manière non surprenante, on va trouver que l'offre de logement dans les agglomérations françaises est assez faible, enfin très faible, même. Elle est d'à peu près 0,5 quand on utilise la même méthodologie aux États-Unis, elle est plutôt de 1,5 voire 2. L'autre chose qu'on va également trouver, comme aux États-Unis, on va trouver une offre de logement qui est très hétérogène entre les agglomérations. Et en fait, la principale contribution de l'article, c'est aussi d'arriver à décomposer cette offre de logement entre sa composante réglementaire et sa composante géographique. Et en fait, ce qu'on va trouver, c'est que la réglementation semble expliquer la plupart de la variance de l'offre de logement. Et alors que, contrairement à ce qui a été mis en avant aux États-Unis, la contrainte géographique semble jouer un rôle assez mineur. En fait, et surtout concentré sur les villes côtières. En fait, les villes françaises sont souvent situées dans des zones assez plates, loin de la côte, où il n'y a pas véritablement de contraintes, d'obstacles géographiques à leur croissance vraiment significatifs, ce qui est quelque chose qui contraste beaucoup avec les études aux États-Unis. Donc, un peu de contexte, donc c'est pourquoi est-ce que le cas français est intéressant. C'est en fait, effectivement, quand on regarde la manière avec laquelle fonctionne le marché du logement français, déjà, on a l'intuition que la réglementation foncière va certainement jouer un rôle important. En fait, la réglementation foncière en France, c'est trois couches différentes de réglementation. Il y a d'abord une réglementation locale, celle qu'on a tous en tête, avec finalement des maires qui votent, qui adoptent des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent où les nouvelles constructions peuvent avoir lieu, et aussi les règles de construction, les règles d'urbanisme qui s'appliquent aux zones urbanisées ou à urbaniser, c'est-à-dire hauteur maximale, coefficient d'emprise au sol, etc. Et puis toutes les mesures esthétiques sur l'aspect général du bâti. En plus de mettre en place les règles du jeu qui s'appliquent au niveau local, les maires peuvent aussi accepter et refuser les permis de construire ou des demandes de rezonage. Et en fait, ce que la littérature montre, c'est qu'ils ont un pouvoir discrétionnaire qui est assez important. Il y a une étude de Christophe Lévesque dans Public Choice qui montre que, en fait, lorsque on connaît un maire ou un membre de la majorité municipale, on a une chance significativement plus élevée de se voir autorisé de construire quelque chose. Et cet effet, il montre vraiment, on sent vraiment un effet causal, c'est-à-dire que c'est un effet qui peut aussi tendre à disparaître à mesure que la compétition électorale augmente dans une commune. C'est-à-dire que si la majorité est un peu plus surveillée par l'opposition, dans ce cas-là, ils ont moins d'incitation à favoriser leurs proches. Donc, vous avez déjà tout un contexte local où il y a beaucoup d'outils à la disposition des édiles, des maires, et en fait un pouvoir même discrétionnaire qui peut générer de grosses variations entre les communes. Donc, on voit qu'il y a un potentiel d'identification qui semble assez fort. Mais à ce contexte local qui est très important et qui va nous ramener à toute la littérature aussi sur les causes de la réglementation foncière, où on peut penser à la théorie du home voter de Fischl, etc., s'ajoute un cadre national qui est aussi extrêmement strict. Et finalement, on peut se dire, avoir un plan local d'urbanisme, c'est déjà quelque chose d'extrêmement contraignant, etc. Mais en fait, s'il n'y a pas de plan local d'urbanisme, dans la réglementation foncière, c'est le plan national d'urbanisme qui s'applique, le règlement national d'urbanisme qui s'applique, et celui-là, il est encore plus contraignant que les plans locaux d'urbanisme qui peuvent rajouter tout un tas de règles, puisqu'en fait, s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de plan local d'urbanisme, alors on n'a juste pas le droit de construire en dehors des zones déjà urbanisées dans une commune. Et puis, en plus de ce carcan donc du règlement national d'urbanisme, il y a aussi des règles qui peuvent venir s'imposer aux plans locaux d'urbanisme qui sont déterminés au niveau national, comme la loi sur les monuments historiques qui, en fait, garantit un certain droit de regard à la Commission nationale des architectes sur l'aspect du bâti
dans des zones proches des monuments. Vous avez aussi une loi littorale qui s'applique, une loi montagne, qui vient restreindre, interdire la construction dans une bande de 50 mètres autour des grands lacs ou de la zone côtière. Puis vous pouvez avoir aussi des lois comme la loi de solidarité et de renouvellement urbain et puis ses mises à jour, et notamment son article 55 qui vient aussi imposer des quotas de logements sociaux à certaines communes. Et puis finalement, vous avez aussi des règles un peu plus diffuses qui s'appliquent avec des zonages européens comme Natura 2000, où en fait les nouvelles constructions, les nouveaux projets d'urbanisme doivent essayer de préserver les ressources naturelles, notamment préserver les oiseaux ou certaines espèces protégées au niveau européen. Donc, quand on décide de demander un permis de construire, quand on doit construire des nouveaux logements, en fait, il y a toutes ces réglementations qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a beaucoup de variations aussi sur le territoire, soit en fonction des caractéristiques des communes, et puis au fait des règles qui peuvent s'appliquer du fait de réglementations nationales. C'est justement cet aspect qui va être assez intéressant, qu'on va exploiter plus tard. Donc, avant d'en venir au travail empirique et à la stratégie d'identification pour essayer de mesurer l'impact de la réglementation sur l'élasticité de l'offre de logement, je pense qu'il est assez important de revenir sur ce qui est défini par la littérature, parce qu'on va essayer de se raccrocher fortement à ce qui a été fait dans les autres études. Et donc, on va essayer de montrer comment la littérature d'économie urbaine, depuis la contribution de Saïs, a défini ce que c'était que l'élasticité de l'offre de logement. Donc là, ici, il n'y a pas vraiment de contribution de notre part. On va juste reprendre le cadre théorique de Saïs, qu'il utilise pour définir l'élasticité de l'offre de logement et pour expliquer un peu comment les différents mécanismes peuvent affecter cette grandeur. Donc, en fait, Saïs utilise un modèle monocentrique très simple, une ville K avec une population de K. Vraiment, on va mettre de côté l'indice K. Et donc, du coup, c'est un marché urbain où vont se rencontrer des ménages et des promoteurs. Et en fait, à partir des conditions d'équilibre, il est capable de donner une définition une définition mathématique de l'offre de logement. Donc, les ménages, dans ce cadre-là, c'est un modèle monocentrique extrêmement classique et très simple. Les ménages sont homogènes, ils consomment une aménité et un bien de consommation C, qui leur donne une utilité quasi-linéaire de l'utilité, c'est la consommation plus les aménités à la puissance ρ. Les ménages, donc après, ils ont une contrainte budgétaire, donc c'est tout simplement leur consommation, qui a un prix numéraire, plus les coûts de transport et donc leur consommation de logement, gamma, multiplié par un loyer qui peut dépendre également de la distance. Et donc, à partir de ça, c'est le modèle monocentrique classique, on peut dériver la fonction d'enchère qui va décrire comment le loyer varie en fonction des distances. Donc, ça va être le loyer au centre moins les coûts de transport. Du coup, le loyer au centre, ça va être donné par le niveau d'aménité plus le salaire. Donc, le mécanisme, c'est le mécanisme classique de ces modèles-là, c'est-à-dire qu'en fait, on considère que les logements sont attribués au ménage qui a la plus grande volonté de paiement. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça nous donne une grande enchère où, en fait, le loyer va complètement capitaliser les économies de coûts de transport. De l'autre côté, vous avez les promoteurs immobiliers qui, tout simplement, vont avoir une fonction vont maximiser leur profit en ajustant. Donc, ils vont être soumis à des coûts de construction, ils vont maximiser leur profit en ajustant la quantité de terrain qu'ils vont acheter pour produire du logement. Et donc, du coup, leur condition de premier ordre va tout simplement donner en fait, le prix qu'ils sont prêts à payer pour une terre à la distance D, qui va dépendre du paramètre de fonction de production de logement. C'est la terre puissance la Terre à puissance bêta, donner le nombre de logements construits.
Et donc, à l'équilibre, vous avez tout simplement le prix du logement, ça va être les coûts de construction auxquels s'ajoute le prix de la terre pour une distance D. Et comment le modèle, on peut clore le modèle, en fait, tout simplement en disant, finalement, ce prix de construction, si on considère qu'il n'y a, pas de profit, ce coût de construction, ça va être aussi tout simplement la valeur actualisée des loyers. Donc, du coup, on a un lien direct entre le prix de construction, les loyers et les taux d'intérêt. Donc, à la fin, le prix, ça va être, on peut directement avoir une expression du prix à une distance D en fonction du loyer payé à la distance D, qui va être donné par la rente d'enchère R0 moins T fois D, le tout actualisé à un taux. Donc, enfin, on peut se concentrer sur le prix de la terre au centre, le prix des logements au centre. Donc, dans ce modèle, tout simplement, on fait l'hypothèse que les ménages consomment toujours la même quantité de terre, peu importe l'endroit où ils sont dans la ville. C'est vraiment un modèle où la ville est plate, il n'y a pas vraiment de variation de densité en fonction du centre, de la distance au centre. Et donc, de par cette hypothèse, tout simplement, plus il y aura de population dans la ville, plus la limite de la ville va se décaler et plus la ville va s'étendre dans sa périphérie. Et donc, en fait, à partir de ça, on obtient un prix, une relation directe qui nous donne le prix à la distance centre, et puis, en fait, la taille de la ville qui est aussi égale à la population. Et ça nous permet, en fait, de définir un prix, une fois qu'on a, en fait, toute la variation du prix dans la ville, le long du gradient de rente foncière de la ville qui est monocentrique, qui va de 0 jusqu'à sa limite, jusqu'à sa limite qui correspond à la taille de la ville, le nombre de ménages dans la ville. On peut calculer le prix moyen. Et en fait, tout simplement, puisqu'on a une ville plate, ça va être le prix à la moitié de la ville. C'est-à-dire le prix à la distance Q divisé par 2. Et à partir de ce prix moyen, en fait, Saïs il va tout simplement définir une élasticité d'offre de logement qui va décrire comment le prix moyen varie lorsque va avoir un choc de demande, c'est-à-dire un afflux exogène de population. En fait, dans le cadre séminal de Saïs, en fait, on a repris exactement son modèle, on l'a juste un peu simplifié pour l'exposition. L'offre de logement, ça décrit tout simplement comment les loyers moyens dans une ville vont augmenter quand la ville quand la ville attire un peu plus de population. Donc, en fait, finalement, c'est un paramètre qui va dépendre tout simplement des coûts de transport, des taux d'intérêt et des niveaux relatifs de population et prix en début de période. Donc, en fait, on peut le visualiser de manière assez simple comme en fait, ce qui va décrire la variation du prix, en fait, va décrire quelle va être la magnitude en pourcentage de variation du prix moyen dans la ville quand on passe d'une ville qui a une population Q1 à Q2. Et donc, quand Q1 et Q2 augmentent d'1%, de combien va augmenter le prix moyen sur cette ville plate. La seule différence, en fait, avec Saïs, c'est que lui, il ne travaille pas sur une ligne droite, mais il a fait l'hypothèse d'une ville circulaire. Et ça lui permet, en fait, d'augmenter la focale en disant, finalement, cette élasticité d'offre de logement, elle va dépendre aussi de la quantité de terrain disponible à mesure qu'on s'éloigne du centre-ville dans un cercle concentrique. Et donc, si vous avez une ville qui est localisée soit dans une zone montagneuse avec des très fortes pentes, ou soit sur dans des villes côtières où vous allez avoir la mer qui va directement s'opposer à la croissance de la ville, ça va tout simplement magnifier l'élasticité d'offre, ça va réduire l'élasticité d'offre de logement. En fait, le coût d'un afflux de population exogène supplémentaire dans cette ville va être beaucoup plus important et ça va s'associer à une plus forte croissance des prix moyens dans la ville
en raison de contraintes naturelles. En fait, du coup, l'idée du modèle est assez simple, c'est s'il y a moins de terrain disponible en raison de contraintes naturelles, donc on appelle ça, il rajoute un paramètre qui reflète la part de terrain disponible dans un cercle concentrique autour du centre-ville. Il montre tout simplement que si la part de terrain vraiment potentiellement constructible diminue, alors l'élasticité de l'offre sera beaucoup plus faible. En fait, après, le lien avec la réglementation foncière peut être assez simple à faire. Il suffit aussi de penser que ces contraintes, elles peuvent être d'origine exogène complètement. Ça peut venir tout simplement du relief autour duquel se développe la ville. Ou elle peut également venir des contraintes réglementaires, qui sont des contraintes générées par l'homme ou qui peut décider que certaines zones ne sont pas disponibles pour du développement. Donc, toute l'idée après de l'article et de la littérature qui suit, c'est d'essayer de quantifier quel est le rôle de ces différentes contraintes. Et ce que montre Saïd aux États-Unis, c'est que finalement, là où il y a des très fortes contraintes réglementaires, il y a aussi en général des contraintes naturelles préexistantes. Et finalement, les contraintes réglementaires peuvent être en partie là pour confirmer les difficultés, enfin, pour amener à des précautions dans le développement de nouveaux projets en périphérie des villes quand la géographie n'est pas particulièrement favorable. Donc, à partir de ce modèle très simple et de cette définition de l'élasticité de l'offre de logement, tout simplement, il suffit de reprendre les équations et puis du coup de les adapter à notre cadre empirique. Et donc, en fait, on peut avoir une équivalence quasiment entre l'élasticité telle que définie par cette équation, et puis du coup cette estimation empirique où en fait on va tout simplement régresser la variation des prix moyens dans la ville sur la variation de la quantité de logements dans la ville, en contrôlant également pour la variation des coûts de construction dans cette ville, entre deux périodes. Et le coefficient BTS, donc l'élasticité de l'offre de logement, elle va tout simplement refléter le coefficient sur la variation de la quantité de logement est censé permettre d'identifier l'élasticité de l'offre de logement. Alors, on peut avoir cette forme extrêmement simple si on fait l'hypothèse que l'élasticité de l'offre de logement est homogène sur les territoires, ou si on prend en compte les éléments mis en avant par Saïs, du fait que l'élasticité de l'offre de logement va également dépendre de la capacité de la ville à s'étendre et des contraintes, qu'elles soient géologiques ou réglementaires qu'elle peut rencontrer. On peut essayer aussi interagir donc la variation du stock de logement avec des mesures de contraintes réglementaires ou des mesures de contraintes topographiques. Et ça nous permettra en fait de capturer l'hétérogénéité et de décomposer le rôle de ces différents facteurs sur l'élasticité de l'offre de logement. Donc, on va essayer. Donc, maintenant, tout l'exercice de l'article, après, principalement un article empirique, ça va être d'essayer de capturer quel est le rôle des contraintes topographiques et des contraintes réglementaires dans l'inélasticité de l'offre de logement. Alors, pour faire ça, de manière empirique, il y a deux problèmes principaux d'identification. Le premier problème, c'est un problème de biais de simultanéité. En fait, si on régresse tout simplement la variation du stock de logement sur la variation des prix moyens, on risque d'identifier en fait des déplacements simultanés à la fois de la courbe d'offre et de la courbe de demande. Or, pour identifier bêta S, il faut principalement, il faut être certain d'identifier uniquement des déplacements de la courbe de demande le long de la courbe d'offre, et donc du coup de neutraliser les déplacements simultanés de la courbe d'offre. Pour ce faire, en fait, ce qui a été utilisé dans la littérature, ça va être d'utiliser des variables instrumentales ou des chocs exogènes qui sont corrélés avec la demande et pas avec l'offre. Alors, ici, il y a
tout un tas d'instruments qui ont été mis en avant par la littérature. On va plutôt se raccrocher à cette littérature et faire tout un tas de tests pour s'assurer qu'effectivement, déjà, les différents chocs de demande donnent les mêmes résultats et permettent effectivement d'identifier des déplacements le long de la courbe d'offre. Donc, les deux types d'instruments principaux qui sont utilisés dans la littérature, ça va être les instruments à la Bartik, les instruments shift-share, où on va prendre en fait la composition initiale. Alors là, on va prendre la composition en 1990 sectorielle des différentes aires urbaines. Et après, on va utiliser les tendances nationales de ces différents secteurs pour prédire quelle va être la croissance urbaine en fonction de leur exposition à ces différents chocs sectoriels. Donc, cette littérature, elle a connu un renouveau avec notamment les contributions de Goldsmith, Pingham, Sorkin et Swift en 2021 dans l'AER, qui discutent en fait quelles sont les sources de variations qui permettent d'identifier la demande quand on utilise ce genre qui permettent d'identifier l'offre quand on utilise ce genre d'instrument et qui recommandent un certain nombre de tests pour effectivement se rassurer sur la pertinence de l'instrument. Et puis, on va ici, pour ne pas uniquement dépendre d'instruments à la Bartik, on va tout simplement aussi utiliser les aménités naturelles. C'est également ce que fait Saïs dans sa littérature, ou dans sa contribution séminale. Aussi, c'est ce qui est utilisé par Combe, Duranton et Gobillon dans leur article dans Ristod pour identifier le coût d'agglomération. Et les coûts d'agglomération, on utilise tout simplement le fait que les villes plus ensoleillées vont avoir tendance à attirer plus de population sans qu'il y ait véritablement un lien direct avec la capacité, que ce soit à mobiliser du foncier ou à construire des logements, la variation des coûts de production des logements. Et donc, on va en fait, ce mécanisme est complètement différent des expositions sectorielles. Ça va également nous permettre de faire des tests de suridentification qui ont un véritable sens, puisqu'en fait, on a des sources de variations exogènes qui sont complètement décorrélées, que ce soit en fonction des secteurs ou en fonction des aménités. Et donc, si les deux instruments passent le test de suridentification, on peut avoir une certaine... ça permet de diminuer nos doutes quant à notre capacité à effectivement identifier des chocs de demande, d'utiliser des chocs de demande qui nous permettent d'identifier l'offre. Donc le deuxième problème d'identification, et celui-là qui concerne la deuxième équation à estimer, c'est l'équation qui va regarder l'hétérogénéité de l'effet et l'influence de la réglementation foncière sur l'élasticité de l'offre de logement, c'est bien sûr l'endogénéité de la réglementation foncière. Alors, la réglementation foncière, elle peut être, en général, quand on suit la littérature comme la home voter hypothesis, en général, ça suggère que les propriétaires fonciers vont tendre à être plus combatifs, plus restrictifs, à pousser les maires à être plus restrictifs quand les prix du logement sont plus élevés. Donc, du coup, il va y avoir un biais de causalité inverse qui peut venir affecter notre capacité, diminuer notre capacité à avoir une identification causale qui essaie de pointer des taux de la réglementation foncière vers l'élasticité de l'offre de logement. Un deuxième problème, c'est qu'on va utiliser les taux de refus pour mesurer la réglementation foncière. Ces taux de refus, en fait, ils peuvent être sujets à un biais de mesure, parce que les gens peuvent anticiper les refus. Si vous avez un contexte général qui est très réglementé, vous pouvez renoncer à déposer un permis de construire parce que vous anticipez qu'on va vous refuser. Donc, du coup, on peut sous-estimer la réglementation en utilisant les taux de refus. Et donc, la solution également pour essayer de contrer ces deux biais, ça va être d'utiliser la technique des variables instrumentales. Et puis, si à savoir que comme la réglementation foncière, donc les variables instrumentales devraient nous permettre à la fois de régler les problèmes d'erreur de mesure et la causalité inverse,
Et pour les problèmes de causalité inverse, on va aussi essayer d'utiliser, en fait, on va aussi profiter du fait qu'on travaille au niveau des aires urbaines. Puisqu'en fait, on a un cadre théorique qui se situe au niveau des aires urbaines, on veut capter l'étalement urbain. On est dans un contexte monocentrique. Et l'utilisation des aires urbaines permet aussi d'exploiter le fait que la France est morcelée en toutes petites communes. Et donc, si on utilise des taux de refus agrégés au niveau des aires urbaines, en fait, c'est plus le résultat d'arbitrages qui sont faits au niveau très local par les maires sur des dynamiques extrêmement sur des enjeux extrêmement localisés qui sont, on va dire, peut-être plus orthogonaux que les dynamiques de l'agglomération en tant que telle, dans son ensemble. Et donc, on peut aussi se dire que finalement, quand on régresse, quand on essaie d'identifier l'impact de la réglementation, qui est le résultat de plein d'arbitrage décentralisé au niveau des communes sur les dynamiques des aires urbaines qui rassemblent beaucoup de communes, on a aussi peut-être moins de probabilité d'être sujet au biais de causalité inverse que si on travaillait véritablement au niveau où les décisions sont prises et qu'on essaie d'estimer des d'offres de logement au niveau des communes où là, véritablement, c'est sûr que le taux de refus peut être directement déterminé par des pressions locales et corrélé avec les dynamiques locales du marché du logement. Donc, comme instrument pour essayer de régler, parce que du coup, juste utiliser le taux d'agrégé ne suffit bien entendu pas, pour essayer de régler ces deux biais de causalité inverse et de problème d'erreur de mesure, on se propose d'utiliser deux instruments et en fait de tirer profit du millefeuille que je vous ai présenté dans les éléments de contexte, du millefeuille français où vous avez finalement tout un tas de règles qui vont s'imposer du niveau européen en redescendant vers le niveau local. Et en fait, les règles nationales doivent en fait s'imposer et priment sur les règles du niveau local. Et donc du coup, l'idée étant d'utiliser, d'exploiter les règles nationales comme instrument en fait, au taux de refus qui va varier donc, en fonction des enjeux locaux et des considérations des maires, mais également du coup, qui peuvent régler sous ces chocs entre guillemets exogènes qui viennent des caractéristiques des territoires, mais interagit avec les règles qui ont été imposées au niveau, du gouvernement central. Et en fait, on va utiliser deux règles différentes pour essayer d'avoir des estimations causales de la réglementation sur les ST de l'offre de logement. La règle des monuments historiques, en fait, vous avez au début du 19e, à la fin du 19e siècle, tout un tas de monuments historiques qui ont été ajoutés à une liste du patrimoine protégé. Et en fait, à partir de 1980, il y a une loi qui a des années 80, en fait, il y a une loi qui a imposé qu'il y a un périmètre préservé où les architectes de France doivent donner leur avis sur les nouveaux projets qui vont être développés. Donc, du coup, ce qu'on va montrer, c'est que la part de territoire couvert par ces monuments historiques, elle va effectivement avoir un impact sur le taux de refus, parce qu'il y a des projets qui vont devoir être refusés en raison de ces contraintes nationales. Et ça peut être orthogonal aux considérations locales et aux dynamiques des aires urbaines. Donc, ça va être moins sujet à pression des locaux, puisqu'en fait, ça va être tout simplement un aller-retour entre les commissions des bâtiments de France et puis la mairie pour vérifier que le projet est compatible ou non. Et puis, une deuxième loi, donc ça va être notre instrument principal, parce que l'avantage de cet instrument, c'est qu'en fait, il y a des monuments historiques partout en France. Et donc, l'intensité du traitement va varier en fonction de la concentration de monuments qu'il peut y avoir dans les différentes aires urbaines.
Mais en fait, toutes les aires urbaines vont être plus ou moins traitées, ça va faire varier notre taux de refus, ça va nous permettre d'identifier ça sur l'ensemble des aires urbaines françaises. Et enfin, on va aussi faire un test de robustesse en utilisant une seconde loi qui date des années 2000, qui impose des quotas de logements sociaux sur les plus grandes aires urbaines, dans les plus grandes communes des plus grandes aires urbaines. Et en fait, ces quotas, ils vont concerner plus ou moins de territoires dans les grandes aires urbaines, en fonction du découpage territorial en communes qui est hérité de la Révolution, et aussi en fait, de l'évolution euh, de la distribution des logements sociaux, qui est principalement hérité des années 70 et 80, et donc qui est relativement orthogonale aux dynamiques de l'ère urbaine à l'heure actuelle. En fait, ce qu'on montre, c'est que pour les plus grandes aires urbaines, avoir été soumis à la loi SRU, avoir une plus grande part du territoire soumis à la loi SRU, va être aussi corrélé avec le taux de refus, parce que certains programmes peuvent être refusés pour favoriser le développement du logement social. Et aussi, vous pouvez avoir aussi des interventions des préfets qui peuvent aussi venir essayer de promouvoir le développement de nouveaux projets sociaux. Donc, vous allez avoir en fait des variations de taux de refus qu'on va également utiliser comme test de robustesse par rapport aux monuments historiques. Ce qui est intéressant, c'est que normalement, si on a peur que voilà, il y a une question d'aménité une variation d'aménité qui soit liée avec l'instrument des monuments historiques, on a plutôt des aménités positives qui seraient liées aux monuments historiques, qui pourraient aussi influencer et biaiser nos estimations. Si on pense à la part de territoire couvert par la loi SRU, ça va être plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on va avoir des projets de logements sociaux qui sont, eux, davantage liés à des aménités négatives. Et si les deux instruments nous racontent la même histoire, c'est aussi quelque chose qui vertue à nous rassurer sur la validité de notre instrument. Donc maintenant, pour les données, donc on va construire un panel basé sur l'ensemble des aires urbaines françaises, à l'exception en fait de l'Alsace-Moselle, où le DV3F, une de nos sources pour suivre les prix d'immobilier, n'est pas disponible. Donc, on va mesurer la croissance de la ville en utilisant la population comme dans l'étude séminale de Saïz ou les ménages. Mais aussi, on va aussi tout simplement, parce que c'est quand même une élastique d'offre de logement, s'intéresser davantage à l'évolution du stock de logements, en utilisant le nombre de logements ou la surface totale construite, qu'on va pouvoir mesurer avec Philocom sur cette période. Et puis on va aussi, parce que vous avez une étude relativement proche au Royaume-Uni, Gilbert et Vermeulen, qui essaie qui a une approximation de cette élasticité d'offre de logement, mais en utilisant le revenu, donc pour regarder un peu et pour comparer avec ce qui est trouvé au Royaume-Uni, on va aussi faire des tests en utilisant le revenu au lieu de la population, la variation du stock de logement. Après, la deuxième variable très importante, c'est mesurer la croissance des prix. Donc pour ça, on va combiner les bases biens et perval avec les bases des V3F. Ça va nous permettre de couvrir la période allant de 2000 à 2018. On va faire des indices de prix municipaux d'abord, en partant des niveaux de transaction. Donc on va contrôler pour toutes les caractéristiques des transactions et récupérer les effets fixes municipaux et années, enfin, interagir avec les années qui vont en fait nous donner des indices d'évolution des prix au niveau des municipalités. Et après, on les agrège au niveau des aires urbaines en les pondérant par la population. Ça nous permet en fait d'avoir un indice d'évolution des prix moyens au niveau de l'aire urbaine à qualité constante. Et puis, pour mesurer une troisième variable très importante, on va mesurer la réglementation foncière avec le taux de refus en utilisant les données de Citadel, c'est-à-dire du système d'information qui collecte toute l'évolution et la vie des permis de construire en France. Ensuite, on utilise la BD Topo et la BD Topage pour mesurer les contraintes topographiques, c'est-à-dire les contraintes qui limitent la capacité des villes de s'étendre, que ce soit en raison de présence de lacs ou d'océans ou de rivières, ou en raison de pentes supérieures à 15%. Donc voilà, un aperçu de nos données. Donc on a 319 aires urbaines. Donc
on retrouve en fait bien les dynamiques du marché du logement français. Donc en moyenne, les prix ont plus que doublé de 2000 à 2010. Puis après, ils ont été relativement stables de 2010 à 2018 sur l'ensemble de l'échantillon. On a un taux de croissance, du coup là c'est la variation en log, donc on a un taux de croissance sur la période de plus de 60, donc une variation en log de 60%. Donc voilà, la ville moyenne de notre échantillon, elle fait 150 000 habitants, avec une croissance constante au cours de la période. Une croissance, donc c'est 130 000 habitants pour environ 60 000 logements. Et les logements ont une croissance plus soutenue que la population. Et donc, on retrouve aussi du coup, ce stock de logements se traduit par une augmentation de la surface plancher, qui est une mesure alternative. Pour les caractéristiques, donc, on a environ 14% en moyenne des terrains dans un rayon de 25 km autour des centres urbains qui ne sont pas disponibles pour être développés, que ce soit en raison de la présence d'eau ou la présence de terrains très pentus. Et on a en fait un taux de refus qui est relativement élevé en moyenne, puisqu'on a 15% des permis de construire qui semblent être refusés. Donc, avec beaucoup de variations, ça va de 3% dans certaines aires urbaines à 46% dans les plus contraintes. Et vous avez une part de monuments historiques et de terrains couverts par les monuments historiques qui est d'environ 4%. Voilà, une petite illustration. En fait, voilà, ce que je vous disais en introduction, c'est que finalement, les aires urbaines françaises sont relativement peu contraintes géographiquement. Donc ici, vous avez l'aire urbaine la plus contrainte, ça va être Nice, qui combine la proximité à des montagnes et la proximité de la mer, où là, vraiment, vous allez être très contraint. Vous avez aussi les villes près du lac, près des lacs et de la frontière suisse qui sont extrêmement contraintes parce qu'il y a la proximité du lac et la proximité des montagnes. Mais après, en fait, la plupart des villes sont très peu contraintes. Elles sont construites au milieu de plaines et vous avez même les villes qui sont, même les villes côtières, elles ont leur centre-ville qui est un peu en retrait par rapport à la côte et donc du coup, elles sont pas si contraintes que ça par rapport à des statistiques similaires aux US. C'est-à-dire qu'en fait, la médiane est de 4%, alors qu'aux États-Unis, je crois qu'elle est d'environ 15 ou 20%. Le taux de refus, voilà. Par contre, là, c'est mieux distribué sur l'ensemble du territoire. Donc, vous avez les taux de refus qui sont les plus élevés, en général, ça va être quand même plus des petites aires urbaines, mais vous avez en fait une assez forte hétérogénéité entre les aires urbaines moyennes et même entre les grandes aires urbaines. Donc, un test qui nous est apparu être assez intéressant, c'était déjà de regarder, quand on regarde ce taux de refus, à quel point il était endogène. Comme on l'a dit, on a quand même cette idée qu'on a des taux de refus qui sont mesurés au niveau agrégé, donc qui sont le résultat des arbitrages de tous les maires. Donc peut-être, et donc on voulait déjà s'assurer, savoir à quel point c'était corrélé avec les dynamiques des villes. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de corrélation avec les variations de prix dans les aires urbaines, ni avec les variations de revenus. En revanche, il y a effectivement une corrélation avec la croissance urbaine. Et ça, c'est pas très étonnant. Plus le taux de refus est négativement corrélé avec la croissance du stock de logements. Ça, est-ce que c'est là en fait, on ne sait pas si c'est de l'endogénéité ou si c'est de la causalité. Et donc, d'où l'intérêt d'utiliser un instrument. Et donc, là, on a reporté dans la dernière colonne la part de terrain effectivement couverte par la loi des monuments historiques. Et on voit que finalement, en effet, ça joue. Notre instrument est pertinent et qu'il va tendre à augmenter le taux de refus sur un territoire. Ce qui est aussi important de noter, c'est que contrairement aux États-Unis, la part de terrain, la contrainte géographique, donc la proximité avec les océans ou les zones montagneuses, n'est pas du tout corrélée avec notre mesure de réglementation foncière.
contrairement à ce qui a été trouvé aux États-Unis, où en fait les deux sont très fortement corrélés. Donc là, donc ici, on représente enfin notre instrument principal, donc les aires couvertes par les monuments historiques. En fait, on a quelques aires, mais du coup, ça reste, comme c'est quand même des petites aires autour des monuments historiques, la variation est quand même beaucoup moins forte. On va de quelques 1 ou 2% jusqu'à 16% au maximum dans les aires urbaines qui sont les plus protégées par la loi. Et ce qui est rassurant, c'est que contrairement à la variation du taux de refus, aux variations du taux de refus, la part de terrain couverte par les monuments historiques, elle ne semble pas corrélée ni avec les prix, ni avec la variation de revenus, ni avec la variation de la croissance du stock de logements. Alors, donc, ça nous amène enfin aux estimations. Combien de temps il me reste ? Ça nous amène aux estimations. Donc, voilà, donc, en moyenne, donc, dans la première colonne, on a les OLS, donc l'estimation en OLS qui est donc, sans hétérogénéité. Donc, si on fait un OLS, on a une élasticité de 0,65. Et dès lors qu'en fait, quand on utilise la population, et de 0,5 quand on utilise les logements, le stock de logements. Et dès lors qu'on instrumente, donc ça veut dire qu'on aurait une France très élastique, puisqu'en fait, c'est l'élasticité inverse ici qu'on estime, donc ça veut dire que vous auriez une élasticité de 2 en France de l'offre de logement. Et en fait, dès lors qu'on instrumente avec un choc de demande, ici avec le Bartik, en fait, le coefficient augmente beaucoup, et en fait, on se retrouve avec une élasticité qui est plus proche une élasticité moyenne qui est plus proche de 0,5, et donc des estimations macroéconomiques qu'on peut retrouver dans la littérature pour la France. Et donc, ça, avec le Bartik ou avec les aménités, les heures d'ensoleillement, on retrouve des ordres de grandeur très proches, que ce soit pour les logements ou la population. Et quand on utilise les deux simultanément, on peut faire des tests de suridentification. Et effectivement, ça nous permet de rejeter l'endogénéité conjointe des deux instruments. Donc ça, c'est pour l'élasticité. Ouais, je vais passer plus rapidement sur les tests de robustesse. Donc, ça, c'est pour l'élasticité simple. On utilise tout un tas de variables. Comme j'ai mentionné, on a essayé d'utiliser tout un tas de variables indépendantes alternatives pour mesurer l'évolution du stock de logements, puisqu'en fait, la littérature en utilise beaucoup. On peut utiliser la surface, le nombre de logements. Le résultat, en fait, on a toujours à peu près le même ordre de magnitude. Dans la première spécification, on fait une période relativement courte qui est 2000 à 2010. On étend notre estimation jusqu'à 2018. En fait, l'ordre de magnitude semble assez indépendant de l'horizon temporel considéré. Et on a une même offre de l'élasticité de logement qui se situe autour de 0,5. Puis enfin, il y a toutes ces problématiques parce qu'on utilise quand même un instrument à la Bartik. Donc, suivant les conseils de Goldman et Swift, on a calculé les poids de Rothenberg qui nous permettent de savoir quels sont les secteurs qui contribuent le plus à notre identification. En fait, si ça avait été le secteur de la construction, ça aurait été très ennuyeux. En fait, non, ça va être, et c'est étonnant parce qu'en fait, on retrouve les mêmes secteurs que ceux qui sont mis en avant dans une étude similaire en Suisse. Ça va être le secteur de la télécommunication, de la banque et de la finance, et puis des restaurants qui vont plus contribuer à notre identification. Et donc, en fait, c'est des secteurs qui nous semblent effectivement liés à des chocs de demande pour ces. Le plus intéressant, c'est de regarder le résultat hétérogène, donc en décomposant cette élasticité avec la part qui peut être due à la contrainte topographique ou à la réglementation. Et en fait, on va aussi interagir avec la taille de la ville parce que, en fait, comme on a vu dans le modèle, en fait, l'élasticité d'offre de logement, elle va dépendre aussi des coûts de transport. Il y a l'étude de Combe-Duranton-Aiguillon qui montre que plus la ville croît, plus aussi vous allez avoir votre gradient de rente foncière qui va augmenter. Donc, du coup, c'est associé à la croissance de la ville, va être associé à un coût d'agglomération plus fort et donc à un coût du transport par kilomètre plus fort. Donc, pour essayer de prendre en compte aussi cette influence-là,
on interagit également avec la taille de la ville dans la spécification la plus complète. Alors, donc, on voit effectivement que la contrainte topographique entre de manière significative dans nos résultats. Quand dans la colonne 3, on met le taux de refus et en fait, on trouve des résultats très similaires. Pour le moment, en fait, on n'instrumente pas la contrainte géographique, pas le taux de refus. Et puis après, dans la 4e colonne, on inclut la population. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que ça augmente légèrement ça va augmenter légèrement l'ensemble des coefficients, mais parce qu'en fait, quand on inclut la population qui n'est pas standardisée, donc le coefficient de base devient légèrement négatif. Donc, en fait, tous les coefficients augmentent légèrement pour compenser le point estimate négatif du premier coefficient. Et enfin, du coup, après, dans la colonne 5, on instrumente enfin la population et le taux de refus par donc, la réglementation, donc le taux de refus par la réglementation nationale qui est la loi sur les monuments historiques et la population par la population passée au 19e siècle. Et en fait, les coefficients sont extrêmement proches de ceux des OLS, ce qui est plutôt rassurant. Donc là, pareil, pour raison de temps, je ne vais pas aller à travers tous les tests de robustesse. On fait tout un tas de tests de robustesse, donc on essaie des variables indépendantes alternatives pour la variation du stock. Les résultats sont vraiment du même ordre de magnitude et en fait, les élasticités prédites sont très proches. On utilise aussi parce qu'en fait, là, on utilise toutes les aires urbaines, quasiment toutes les aires urbaines françaises, à l'exception de celle d'Alsace-Moselle. Donc, du coup, il y a beaucoup de toutes petites aires urbaines. Donc, on fait des spécifications, on enlève les plus petites, on pondère toutes les aires urbaines par leur population en début de période. Et en fait, les résultats et les élasticités prédites sont très, très proches. On rajoute des termes d'interaction supplémentaires parce que dans la littérature, il y a un paramètre qui est souvent mis en avant, c'est la part de terrain développé ou la densité des aires urbaines. En fait, quand on rajoute ces termes d'interaction, ça ne change pas du tout nos autres coefficients et en fait, ça n'augmente pas particulièrement, les élasticités prédites pour les différentes aires urbaines ne changent pas. Pourquoi? Parce que finalement, la densité ou la part de terre déjà développée, elle est très corrélée à la taille de la ville également, et donc ça n'apporte pas beaucoup d'informations supplémentaires. Et puis enfin, on essaie une stratégie d'identification alternative où on restreint notre échantillon aux 50 plus grandes aires urbaines pour lesquelles en fait la loi SRU a effectivement un impact sur le taux de refus. Et en fait, on trouve exactement les mêmes des coefficients extrêmement proches pour l'impact de la réglementation foncière et des autres déterminants, ce qui nous rassure sur la validité de notre premier instrument de choix qui sont les monuments historiques. Donc à partir de ces estimations, de ces décompositions, en fait, on peut prédire, à partir du modèle, quelle va être l'élasticité de chacune des aires urbaines. Donc là, j'ai reporté Dijon, puisque comme je travaille régulièrement avec Morgane, et que je viens de temps en temps, donc c'est une aire urbaine qui nous donne un bon point de repère. Donc c'est une des aires urbaines les plus élastiques de France. Et puis de l'autre côté, à l'inverse, vous avez Nice, où vous avez un taux de croissance des prix de l'immobilier extrêmement fort et qui combine forte réglementation et forte contrainte géographique. Ce qui est très intéressant, et c'est vraiment le point principal du papier, c'est qu'on peut décomposer quelle est la part qui est due à la population, à la réglementation et à la contrainte géographique. Et ce qu'on voit en fait, c'est que la plupart de l'inélasticité de l'offre de logement pour une ville moyenne ou une moyenne pondérée, ou même pour les plus grandes aires urbaines françaises, ça vient du gris, c'est-à-dire de la réglementation foncière. Si on enlève la réglementation foncière à Paris, en fait, on divise par deux l'inélasticité de l'offre. On multiplie par deux l'élasticité de l'offre de logement. Donc, on peut aussi décomposer la variance des élasticités prédites. Et en fait, on voit effectivement que le taux de refus il explique 66% de la variation de l'élasticité de l'offre de logement, alors que la contrainte géographique en explique 25%. Et quand on pondère par la population, on prend en compte la distribution de la population, en fait, ça n'en explique plus de 10%. Et la réglementation en explique 80%.
Au contraire, aux États-Unis, c'est l'histoire complètement inverse. La réglementation foncière, elle n'explique que 12% de l'élasticité de l'offre, de la variation de l'élasticité, et la contrainte géographique en explique 80%. Donc, pour conclure, les aires urbaines françaises sont bien plus inélastiques que les aires urbaines des États-Unis. Et ça a l'air d'être une histoire de contraintes géographiques, vraiment, de réglementation foncière. Et donc, la question que ça appelle mécaniquement, c'est comment la réglementation foncière, comment c'est possible de rendre cette offre plus élastique, étant donné qu'elle est dans les mains des collectivités locales, donc de ce millefeuille territorial. Donc ça, c'est vraiment une question ouverte où du coup, il y a des travaux complémentaires qui essaient de répondre, voir les tentatives de voir quel a été l'effet des tentatives de l'État central de limiter les outils des maires sur leur territoire. Et puis aussi, en fait, cette très forte inélasticité en raison de la réglementation, étant donné qu'on voit que aux États-Unis, où il y a eu une étude de Sier et Moretti qui montre qu'il y a eu un coût significatif de la réglementation foncière sur l'activité économique et le fonctionnement, le bien-être aux États-Unis, alors que finalement, la réglementation foncière a un rôle finalement assez marginal par rapport aux réglementations géographiques. En France, où cette réglementation semble extrêmement plus développée et plus importante, il serait très intéressant d'essayer d'étudier quel va être son impact, quel est son impact en termes d'équilibre général sur les grandes dynamiques macroéconomiques de l'économie française. Je vous remercie pour votre attention. Merci Guillaume pour cette présentation très riche. Il nous reste 20-25 minutes pour discussion, questions. Donc la parole est à l'auditoire pour les questions. Je sais que c'est toujours la première question la plus longue à venir. Du coup, je peux peut-être commencer par une question toute bête. Ouais. Sur tes décompositions du R2, c'est la décomposition du R2. Enfin, comment dire, c'est la variance expliquée par tes variables et après tu décomposes pour avoir 100% c'est tout. Mais le R2 dans ta régression, enfin, tes variables en tout, elles expliquent combien de. Non, mais de toute façon, ils expliquent tout, puisque de toute façon, c'est complètement déterministique. Attends, c'est quoi le dernier truc d'ajustement? Pardon, j'ai pas tout suivi. En fait, c'est une décomposition Chirac-Chaplet. On prédit en fait. Non, mais c'est la variance du truc prédit. Oui. Non, mais oui, c'est la variance du truc prédit. Mais ce que je veux dire, c'est que ces trois variables-là, elles prédisent. Elles prédisent 100% le truc prédit. Oui, du truc prédit, mais du truc pas prédit, du coup. Oui, mais c'est quoi le truc pas prédit? Tu voudrais que je t'explique quoi avec les variations de stock. De stock. Ouais, mais ça, du coup, c'est pas que l'offre. Non, c'est pas que l'offre, mais c'est juste pour avoir un ordre d'idée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais je saurais pas comment l'interpréter. Mais oui, pourquoi pas. Enfin, on peut essayer. Mais du coup, je sais pas comment interpréter ce truc-là. Je suis pas sûr non plus, mais je suis quand même curieux. Tu vois. Ouais, mais ça peut, on peut le faire. On peut regarder. C'est une curiosité, mais c'est vrai que je saurais pas trop comment l'interpréter. En fait, du coup, ce que ça te montre, c'est voilà, ça te permet de voir, voilà, tu vois un peu comment l'offre de logement évolue, et ça te permet de te dire, en fait, entre la plus petite et la moins régulée et la moins élastique et la plus élastique, qu'est-ce qui explique ce gap? Et en fait, c'est quand même principalement le truc gris, le truc noir. Ça j'ai bien compris, je suis d'accord. C'est juste dans quelle mesure ce truc-là explique la variation de stock de logement en France. Tu vois, oui, comme c'est des variables d'équilibre, du coup, comme tu as tout l'intérêt de l'instrument et du parti qui est d'en arriver à identifier des chocs le long de la courbe d'offres. On peut regarder. En fait, ça, grosso modo, c'est un peu regarder variable par variable.
faire ça pour le price growth et pour le stock growth et voir en fait quelle va être la part de ces variations, comment ces différents composants permettent d'expliquer ces différentes variations, quoi. Il y a une Merci question. Guillaume. Oui, Frédéric souhaite intervenir. Je lui laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. Salut Guillaume. Je suis désolé, j'ai dû m'absenter un moment pendant la présentation, donc peut-être que la réponse a déjà été donnée. Tu mentionnais à un moment donné l'hypothèse de Fischl, du Home Voter Hypothesis. J'ai pas vu de variable qui essayait de proxer pour Le taux de cette hypothèse-là. propriétaire. Ouais. Ça, en fait, on le fait dans la décomposition des. Ouais, on n'a pas mis directement dans la régression. C'est-à-dire que tu suggérerais de rajouter le taux de propriétaire en contrôle, grosso modo. Parce que vous avez mis la part du terrain qui est déjà développé ou non développé. Ouais. Ah oui, tu Donc, voudrais en termes d'interaction? Non, pas du tout. Donc, dans ce papier qu'on avait écrit avec Hilbert, c'était notre proxy pour l'hypothèse de l'influence des développeurs. Ouais. Mais donc, il y a cette hypothèse concurrente ou qui s'ajoute. L'une n'implique pas forcément l'exclusion de l'autre, qui est celle du rôle des propriétaires. Ouais. Et donc, du coup, ce serait pour expliquer Les la différences de réglementation régulation. en plus, quoi. Non, ça, ouais, on n'a pas pensé. En fait, on s'est surtout la part de propriétaire. J'avais en tête le papier en Suisse où eux, ils vérifient justement qu'elle n'est pas corrélée avec leur Rottenberg, enfin, les 4 ou 5 secteurs qui leur permettent d'identifier. Et ça, on l'a fait, effectivement, mais on n'a pas directement essayé les termes d'interaction avec la part de propriétaire. Ça peut être quelque chose qui peut être. Après, évidemment, attention, ça peut être un mauvais contrôle dans le sens où elle est endogène. Il faudrait sans doute instrumenter pour elle aussi. Oui, c'est ça, il faut instrumenter pour elle, mais ça, on peut prendre les parts de propriétaires historiques. C'est comme la population, finalement. C'est ça, ou Christian, lui, Christian Hilbert, lui, son idée, c'était de dire, tu utilises les DINKs, les Double Income No Kids. Tu vois, donc, ça, mais sinon, je pense qu'on pourrait le trouver. Mais sinon, ouais, tu peux bartiquer, c'est vrai. Ouais, parce que pour le coup, ça, on arrive vraiment à voir. Il y a quand même pas mal de profondeur dans les recensements français, donc on peut monter assez loin pour instrumenter. Ouais, c'est une bonne idée. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a encore un peu de temps pour 2-3 questions ou commentaires? Ouais, peut-être une question sur, comme c'est une variable importante, le nombre de refus. Comment est-ce que vous prenez en compte le changement, la loi Macron là, de 2015 qui a réformé le code de l'urbanisme Non, mais du coup, ça, on le prend. Ouais, le taux de refus, c'est pour ça qu'on prend comme période. Notre période principale d'études, c'est 2000-2010. C'est avant la réforme aussi de la loi du sol qui fait que Citadel devient de plus en plus pourri. Donc, c'est pour ça qu'on préfère se focaliser. Mais tout papier, on met toujours 2000-2010 comme période de référence parce que c'est vraiment la période où on est sûr de la qualité des données de Citadel. Après, du coup, on a les taux de refus jusqu'à 2014, je n'ai pas précisé. Et après, en fait, c'était ce que j'ai demandé. J'ai demandé ces extractions de données en 2014 à la DHUP. Et donc, du coup, je ne vais pas plus loin. Donc, je n'ai pas la loi Macron dedans. Mais déjà, en fait, je suis un peu réticent d'utiliser
11 à 14 parce que on voit vraiment en termes même de renseignement de données, de renseignement des colonnes, etc., d'identifiant même pour un des autres papiers, je demandais tout simplement la distinction sociale, pas sociale, quand il faisait des extractions et il me disait ouais, à partir de 2000, enfin peut-être pas juste 2010, mais dans les années qui commencent à suivre, à partir de 2012, etc., ça commence vraiment à se dégrader. Donc, on préfère vraiment utiliser le taux de refus sur la période où on est sûr qui est 2000-2010. Est-ce qu'il reste des questions? Oui, je laisse la parole à Jacques. Oui. Juste un commentaire sur la contrainte géographique. On la comprend bien, enfin, surtout à Alice. Enfin, mon commentaire, il n'est pas technique, hein. Il est juste d'ordre géographique. Je pense qu'il y a une grosse exception quand même qu'on peut trouver, c'est peut-être Monaco, où je ne pense pas que la contrainte géographique empêche les constructions, en fait. Et c'est un Ouais. cas très particulier qui, sans doute, du coup, ne rentrerait peut-être pas dans des... En fait, du coup, on trouve ça joue vraiment. Hein. Alors, Monaco, je ne suis pas sûr que lui son. C'est pas parce qu'il y a la mer qu'on ne construit pas. Ouais. Et c'est pas parce qu'il y a 15% de pente, je pense qu'on ne construit pas non plus. À Monaco, vous dites, Mais l'idée c'est un c'est cas qu'ils très construisent particulier, hein. malgré la contrainte géographique, c'est ça? Oui, Oui, ok, c'est l'exemple inverse. mais c'est un cas Euh, très très particulier c'est une exception qui doit confirmer la règle par ailleurs. Je voulais oui, juste le mais signaler, quoi. après, du coup, ils construisent, mais peut-être que j'ai aucune idée parce que je pense que c'est pas dans l'échantillon, puisque Monaco, je sais pas s'ils remplissent des V3F, etc. Je suis pas sûr. Donc, je pense pas qu'ils contribuent à l'identification. Mais les prix doivent être aussi démentiels à Monaco. Donc, Oui, tout à fait, c'est tout à fait hors norme. Oui, je confirme. même si le stock augmente, peut-être qu'il augmente vraiment pas assez en proportion des, des, des- des- des prix. Moi, je sais pas, mais du coup, parce que bon, déjà, l'aire urbaine de Nice, ils sont quand même ils ont des croissances de prix quand même très très élevées. C'est vraiment le top en termes de croissance de prix sur la période 2000-2010 et sur l'inélasticité également. Merci Guillaume. On peut prendre encore une question s'il en reste ou un commentaire. Non, enfin, c'est pas complètement non relié à cette histoire de Monaco quand même, mais c'est la linéarité, mais on en a déjà parlé il y a 2 jours, Guillaume, de ces trucs-là. Et enfin, je sais pas, mais tu vois, d'avoir un peu une espèce de plot du support des trucs et de jusqu'où. Ouais, en fait, oui, Enfin, le support, il est quand même bien représenté, hormis pour la population qui n'est pas standardisée. Tu couvres quand même une bonne partie du support, quoi. et après, parce que tu vois, tu as des effets qui sont linéaires, dans quelle mesure c'est du détail, hein, tu vois, je pense pas que ça te Ouais. change. Tu as des Oui, mais ça peut compositions être, à la oui, non, fin, mais là. on Tu as peut, des c'est-à-dire compositions à qu'on la fin. on pourrait substituer par une demi les termes d'interaction, des choses comme ça, être dans le top 10% ou des choses comme ça. Ouais, juste voir un peu parce que j'imagine que Mm. c'est pas linéaire du tout, quoi. Même ne serait-ce que Ouais. enfin, tu vois, même si on oublie les termes d'interaction, Mm. juste est-ce que l'élasticité, enfin, tu vois, est-ce que le truc de supply, c'est vraiment un truc log, enfin, Mm. Ouais. tu vois, il doit y avoir des effets. Et justement, le coup de Monaco, tu vois, c'est pas, enfin, si t'as vraiment Mm. enfin, je sais pas, mais Oui, non, mais c'est sûr qu'après, tu peux aussi faire mais même pour les interactions, tu peux mettre un peu des demi. Après, le problème est combien de demi tu mets, quoi. Et juste, si tu ouais, veux des non. demi pour les tops, tu peux essayer de regarder des trucs ou peut-être qu'en fait, tu sous-estimes complètement parce que c'est pas forcément Hmm. forcément complètement linéaire, quoi.
Ouais, non, c'est un truc qu'on pourrait regarder, ça peut valoir le coup. Bon, c'est du détail, hein, si ça change ta décomposition de 20%. Super, merci beaucoup. Merci Guillaume, encore une fois, pour ta présentation. Merci à tous de votre participation. Donc, le prochain séminaire de programmé est prévu le 11 mai prochain. Et donc, on reçoit Madalena Conté du CREST qui va nous présenter ses travaux en cours sur les questions d'économie d'agglomération, marché et volatilité sur le marché de l'emploi. Encore une fois, merci à tous et puis à bientôt. Merci.